Africa Télévision, la chaîne panafricaine. L'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée également par cette conversion de la coalition Lamuka en plateforme politique, celle qui hier était une plateforme électorale qui avait porté la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle du 30 décembre 2018 est aujourd'hui une véritable plateforme politique avec une coordination tournante dont Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour le changement, sera le premier à assumer la fonction. Mais quelle est exactement la longévité de cette plateforme politique avec toutes les contradictions qu'il y a à l'intérieur? Nous tenterons d'en discuter dans les minutes qui suivent. Le combat pour la vérité des urnes est-il toujours d'actualité? Martin Fayulu a exigé de Félix Tshisekedi la démission de la présidence de la République, mais également qu'il puisse rendre public l'accord signé en secret entre lui et les présidents sortants, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a débouché sur la nomination de Félix Tshisekedi à la présidence, selon Martin Fayulu. Mais ces combats pour la vérité des urnes, jusqu'où Martin Fayulu devra les continuer. Également, ça fera partie des sujets qui seront débattus tout au long de cette émission d'aujourd'hui. Et vous devrez également le savoir, Martin Fayulu devra se présenter le lundi prochain au casier judiciaire. Martin Fayulu fait l'objet d'une plainte qui a été déposée contre lui par un sujet congolais. Il lui a accusé certains propos qu'il a tenus lors de son dernier meeting le week-end dernier à la place Sainte-Thérèse. Nous aurons également à parler de ces partis politiques Alliance des démocrates pour une nouvelle République ADN. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ces plateaux du magazine à grand format Patrick Tivava. Il n'est pas nouveau, il n'est plus à présenter. Bienvenue, Président. Merci beaucoup, Padio. Ça fait très longtemps. On est là. Je rappelle que nous vous recevons en double qualité, à la fois président national de l'ADN, mais aussi l'un des communicateurs de la coalition Lamuka. Oui, exactement. Toutes mes excuses, je ne serai pas seul sur ces plateaux, vous le savez, toujours accompagné. Aujourd'hui, une nouvelle figure, parité obligeant aujourd'hui, on sera avec une conseillère avec qui on va co-présenter cette émission et les journalistes chez la radio-télévision RTVS 1. Bienvenue, Madame Feza. Merci, Patrick. Une première invitation. Exactement comme tu viens de le dire. Ok. Patrick, tu vas voir comment se porte l'ADN. Ok, l'ADN se porte très bien. On est là, on vient de passer comme tout le monde cet exercice électoral qui a débouché par les élections du 30 décembre 2018 et le résultat catastrophique qui a été annoncé la nuit du 9 au 10 et la nuit du 11 au 12 janvier 2019. Mais sinon, on essaie un peu de réfléchir comment est-ce que nous allons nous débrouiller avec les élections qui vont suivre, qui sont les élections locales. Mais la santé du parti, ça va. Ça va, mais l'ADN n'a pas donné de députés, ni au niveau national, ni au niveau provincial. Est-ce que cela est dû à votre jeune âge? Pas du tout. Si l'ADN n'a pas donné des députés, c'est simplement parce que l'ADN n'était pas en connivence avec ceux qui nommaient les députés. Il n'y a pas eu élection, il y a eu élection le 30 décembre 2018, mais il n'y a jamais eu de publication. Il y a un groupe d'individus qui s'est regroupé à un endroit secret, ils ont confectionné des listes, et ils sont venus lire aux médias. Donc, étant donné que les élections se faisaient par nomination, et que l'ADN est un parti démocrate, vous voyez dans le A, c'est l'Alliance, et dans le D, c'est démocrate, nous ne pouvons pas accepter d'être nommés député national. C'est pour ça que nous étions venus devant le peuple congolais pour demander leur suffrage. Alors, étant donné que nous étions pas parmi les gens qui confectionnaient les nominations, on s'est retrouvés out. Mais sinon, nous sommes très contents. On a testé notre popularité, nous avons testé notre discours au niveau de la population et nous avons vu que les discours étaient très bien accueillis.
Patrick Chivava, je rappelle ici que vous êtes l'un aussi des communicateurs de la coalition Lamuka, mais est-ce que aviez-vous de preuves de ce que vous avancez comme argument selon lequel il y a eu de députés nationaux et puis provinciaux qui ont été nommés? Ok, bon, je vais commencer par mon propre cas. J'étais candidat, député national et provincial. Je suis allé au contentieux électoral et là, je me suis retrouvé devant une CENI qui me donnait les voix qui étaient inférieures au PV que j'avais, alors que je n'avais que le 1/3 des PV. Vous pouvez imaginer ça? Alors, et tout le monde a ces problèmes. Voilà pourquoi est-ce qu'en 2006 et 2011, l'abbé Malou et le pasteur Ouemoun avaient publié des listes bureau par bureau, mais que Corneille Nangaa est incapable de le faire. Parce qu'il sait que si personne n'a les PV de tous les bureaux de la République démocratique du Congo, mais au moins, chacun a les PV, 2-3 PV de 2-3 bureaux. Alors, il ne sait pas où est-ce qu'il peut tricher. Alors, en mettant ça devant le public, moi, je peux manquer les PV d'un bureau, mais un autre candidat peut en avoir. Il peut constater que dans ces bureaux, on ne m'a pas donné les voix que je devais avoir normalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes venus, on a tous les PV. La présidentielle, je ne peux même pas en parler parce qu'on était devant la Cour constitutionnelle et nous avons tous vécu, la communauté nationale et internationale, c'est le procès de la honte. Nous avons tous vécu la lecture de l'arrêt de la Cour qui s'est fait à 3 heures du matin, soi-disant pour éviter que les juges constitutionnels disent les droits et les vrais droits et après qu'ils se trouvent réfugiés dans les ambassades. Il fallait les séquestrer, alors il fallait pousser à ce que ces vaillants juges qui lisaient même l'arrêt, on pouvait lire dans leur expression du visage la peur qu'ils les lisent à ces heures tardives parce qu'ils savaient pourquoi est-ce qu'ils le faisaient. Nous avons amené des PV de plus de 40 000 bureaux pour la présidentielle. Et ces PV que nous avons n'étaient pas de tous les 80 000 bureaux, c'est vrai. Mais ces PV donnaient déjà à notre candidat Martin Fayoulou plus de 6 000 voix qui a été données à la CENI. Au fait, c'est la même chose qui s'est passée avec moi à la Cour d'appel, qui s'est passée avec Martin Fayoulou à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que nous n'avons peut-être pas les PV de tous les bureaux, mais les PV que nous avons, ça nous donne plus de voix que les voix que la CENI nous a données. C'est la preuve déjà qu'il n'y a rien de sérieux. Voilà. Patrick Chivava, je précise pour nos téléspectateurs que vous avez les bénéfices d'être à la fois enseignant de droit et avocat de surcroît. Lorsqu'on apporte des pièces cotées pour un procès en retard, alors que les procès commencent et que ces pièces-là ne sont pas déposées au niveau du greffe, et vous accusez les juges qui l'ont rejeté parce que les PV ont été déposés le jour même où le procès est ouvert, alors qu'il devait être coté, pièces déposées au niveau du greffe. Un argument encore mal donné. Ces PV-là étaient certifiés conformes. C'était certifié conforme où? C'était avant l'audience. Nous avons certifié ces PV conformes au bureau du greffe de la Cour constitutionnelle. Et pire encore, lorsque ces cartons ont été déposés, la Cour a pris acte. C'est après, lorsque la Cour va lire son jugement, qu'elle dira que les PV ont été déposés en retard, elle refuse les PV. Et pourtant, c'est lorsqu'on déposait les PV que la Cour devait refuser de prendre acte. Il y a des vidéos parce que l'affaire passait, les médias ont filmé. Et vous pouvez visionner les vidéos, oui, vous verrez que la Cour a pris acte. On a filmé ces cartons arrivés le même jour du procès, oui, alors que les procès avaient commencé. Patrick Chivava, vous avez le bénéfice d'être avocat. Est-ce que dans la procédure, scientifiquement, c'est comme ça que ça se passe, on apporte escathédra de preuves qui sont de pièces cotées pour un procès où on les dépose en avance au niveau du greffe pour que ces pièces soient communiquées à l'autre partie? Non, il faut qu'on se comprenne. Les pièces que nous avons amenées sont des pièces qui ne doivent pas être communiquées. La CENI qui était présent était censée avoir déjà ces pièces. La Cour constitutionnelle qui nous recevait ces jours-là était censée avoir ces pièces. Et les pièces de la Cour, on connaissait même où ça se trouvait. Et lorsque nous avons déposé nos cartons de PV, c'était pendant l'instruction du dossier. C'est-à-dire, il y a un moment où la Cour est en train d'instruire les dossiers. Pendant ce moment, on avait le droit de déposer. Et même l'opinion dissidente du juge Wassenda est claire sur la question. Le juge Wassenda a dit que le fait pour nous d'avoir déposé les PV pendant l'instruction du dossier donnait à la Cour l'obligation d'accepter ces PV. Et la Cour, déjà, sur les bancs, avait pris acte, donc avait accepté ces PV. Mais lorsque la Cour va en délibérer, on ne sait pas, pour des raisons un peu obscures et occultes que tout le monde peut imaginer, la Cour nous revient avec un arrêt où elle refuse carrément le PV. C'est anormal.
Je rappelle qu'il y a les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez participer à cette émission. Appelez-nous, écrivez-nous, faites-nous un SMS. Vous pouvez également réagir via WhatsApp. Et cette émission est également à retrouver sur notre chaîne YouTube. Patrick Tuvava, vous êtes présenté ici. On vous a présenté aux téléspectateurs comme étant l'un des communicateurs de la coalition Lamouka, aujourd'hui plateforme politique. Est-ce que l'idée même d'avoir une coordination tournante ne cache pas l'expression des frustrations ou de mésentente interne qu'il y a au sein de cette coalition? Pourquoi n'avoir pas carrément opté pour un coordonnateur qui devra gérer pendant 5 ans? Monsieur Wadio, vous savez, toutes les grandes structures du monde et les structures sérieuses du monde qui regroupent différentes structures à leur sein ont des coordinations tournantes. Il n'y a pas longtemps, on nous a fait du tapage parce que il y a eu l'élévation de Al-Sisi comme président de l'Union africaine qui a occasionné aussi que la République démocratique du Congo, j'insiste bien sur les termes, que la République démocratique du Congo ait droit à un des postes de vice-président. Même au niveau des organisations sérieuses, on fait déjà la rotation. C'est parce que chaque structure a quand même une certaine autonomie. Mais du fait que nous avons les mêmes intérêts et nous avons un avenir commun qui est de protéger la démocratie de notre pays. On s'est mis ensemble pour réunir nos forces. Mais nous n'allons pas rester dans des chamailleries du genre leadership. C'est un organe qui gère de manière permanente. Cet organe s'appelle le Présidium. Ça gère la structure de manière permanente, c'est cet organe qui gère la MOUCA. Mais le Présidium est géré par quelqu'un qui doit présider les réunions du Présidium, qui doit coordonner les activités de la MOUCA. Voilà pourquoi est-ce qu'à ces stades, on a voulu qu'il y ait rotation de personnalités et aussi pour nous permettre à ce que à chaque fois qu'il y ait quand même un sang nouveau, parce que nous pouvons nous tous avoir les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, qui est de protéger la démocratie de notre pays, continuer le combat pour la vérité des urnes, mais la manière dont Moïse Katumbi va coordonner cet objectif ne sera pas de la même manière que lorsque le président Jean-Pierre Bemba va le faire, lorsque Antipas Moussa Namoussi va le faire, lorsque Freddy Matungulu, le président Mouzutu et le président Fayoulou lui-même. Guerre des égos. Voilà, je voulais juste dire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une guerre de leadership au sein de la coalition Lamouka? Et aujourd'hui, si vous pouvez aussi nous énumérer le grand guide de cette nouvelle orientation de la coalition Lamouka. Je veux commencer par la première question. Il n'y a pas de guerre de leadership. Parce que chaque grand leader de Lamouka est leader d'une grande plateforme. Alors, il n'a pas à se précipiter un leadership quelque part. C'est parce que nous avons remarqué que face au régime du président Kabila, nous ne pouvons pas aller de manière dispersée. Il fallait qu'on unisse nos forces, que nous avons créé la MOUCA et que nous avons assez de candidats communs. Ça ne veut pas dire qu'il y a un leader et il y a des autres qui sont derrière. Chacun est leader de son coin. Moïse Katumbi est leader d'Ensemble et Ensemble a des plateformes et des partis politiques à l'intérieur. Freddy Matungulu a sa plateforme, Adolphe Mouzutu a sa plateforme, Jean-Pierre Bemba, n'en parlons pas, ainsi de suite. Et Martin Fayoulou qui est dans la dynamique de l'opposition. C'est-à-dire chacun est leader dans son coin. Mais c'est pour l'intérêt de la cause, pour la cause nationale du pays et pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, que l'on s'est dit que nous mettons ensemble nos forces. Mais comme nous mettons ensemble nos forces, nous devons être structurés parce que nous voulons faire une structure sérieuse. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a cette coordination tournante. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec les... Mais Patrick, nous sentons quand même une certaine hybridité au sein de votre coalition Lamouka, parce que le matin, on peut voir un communicateur de la coalition qui dit A, et l'autre, vers les après-midi, il dit B. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vais quand même préciser, vous n'allez pas dire qu'ils sont des communicateurs. Il faut peut-être parler des individus qui veulent juste usurper le pouvoir. Bon, du fait que vous maîtrisez quand même la hiérarchie au sein de votre plateforme. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas toute personne qui est membre de la MOUCA qui vient devant vous, qui parle, qui est communicateur. Le problème, c'est que nous savons, il y a eu ce qu'il y a eu, on nous a volé notre victoire, le peuple a l'habitude de chanter, et nous-mêmes aussi, on nous a volé notre victoire. Et ceux qui ont volé la victoire veulent nous affaiblir. Et les seuls moyens, et nous connaissons bien comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est le débauchage. Ils ont débauché Chibala, ils ont débauché Badibanga, ils ont débauché maintenant l'UDPS et l'UNC. Et ils veulent débaucher maintenant au sein de la MOUCA. Alors, entre Ensemble pour le changement? Bon, Ensemble pour le changement, je dirais non, parce que le président Moïse Katumbi, c'est lui qui représente Ensemble pour le changement. S'il y a des brebis égarées à l'intérieur qui préfèrent aller ailleurs,
parce qu'ils veulent être débauchés, c'est leur problème. Mais tant que Moïse Katumbi Tchapoué sera dans la Mouka, ensemble sera dans la Mouka. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ces brebis égarés qui sont en train de négocier leur débauchage pensent peut-être qu'il faut pour eux de parler, de dire des choses contre la Mouka et en faveur de la coalition FCC Cash pour démontrer comment est-ce qu'ils sont importants et comment est-ce qu'ils méritent peut-être mieux ailleurs. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Il ne faudrait pas vraiment apporter la confusion en disant que ce sont les communicateurs de la Mouka. Les communicateurs de la Mouka sont connus. D'ailleurs, la fois dernière, le 28, à la place Sainte-Thérèse, avant que le président élu, Martin Fayulu Madidi, prenne la parole, le président de la Mouka Kinshasa, qui est l'honorable Fidel Babala, avait pris le soin de présenter les communicateurs de la Mouka au public. Les publics connaissent les communicateurs de la Mouka, les gens qui ont l'habitude de voir la télé. Et nous étions tous passés devant, le public nous a vus, nous a salués. Donc nous savons dans la Mouka qui est communicateur et qui est juste quelqu'un qui vient crédit des hommes. Voilà. Mais tu vas voir, qu'est-ce qui justifie cette timidité dans l'accueil de Martin Fayulu à la veille même? Timidité? On a senti une timidité au sein de partis qui composent cette plateforme politique. Quelle dans la plateforme? préparation. Notamment toutes les plateformes, vous le savez. Toutes les plateformes de la Mouka. pour le changement. Je ne pense pas qu'il y avait timidité. Au fait, on ne vous a pas carrément senti. C'est à la veille, c'est pas les samedis ou les dimanches, qu'on a commencé à sentir la mobilisation. non, le problème, c'était stratégique. Nous sommes la Mouka. Nous sommes la grande plateforme qui a gagné les élections à tous les niveaux. Nous avons eu un président élu avec au moins 60%. Nous avons eu plus de 250 députés nationaux élus. Pas proclamés, je précise. Et nous avons eu plein de députés provinciaux élus. Alors, la place Sainte-Thérèse devient trop petite pour nous. Mais quand il s'agit de la coalition Lamouka, c'est à ce moment-là que les députés sont élus. Et quand il s'agit des autres députés, c'est à ce moment-là qu'ils sont nommés. Non, j'ai dit élus parce que si vous entrez dans les serveurs de la CENI, que la CENI ne veut pas rendre public, vous verrez que la Mouka a au moins 280 députés nationaux élus. Nous avons la majorité parlementaire. Mais parce qu'ils se sont entendus que nous, on vous donne la présidentielle, nous prenons les deux autres, ils ont confectionné des résultats. Alors, je l'ai dit, élus par rapport à la légitimité, par rapport aux voix des Congolais. Mais je ne dis pas proclamé parce que même lorsqu'on a proclamé, il y a aussi des gens de la Mouka qui ont été proclamés. Mais ce sont des gens qui, j'explique, ce sont des gens de la Mouka qui, même si on exploite les résultats du serveur, peuvent être élus. Peuvent, c'est une nuance. Peuvent, oui, parce qu'il y a des gens de la Mouka, il y a des gens de la Mouka qui ont subi aussi qui ont subi beaucoup d'injustice. Il y a des gens de la Mouka qui ont commencé aussi peut-être à négocier avant. Entre autres, ceux qui font du bruit maintenant et sont là à tout moment pour contredire les positions prises par la Mouka. Qui ne dit pas qu'ils ont négocié, entre autres, leur nomination état de député. Qui ne le dit pas. C'est pour ça que nous demandons, c'est qu'on nous donne les résultats détaillés bureau par bureau. Si ces résultats nous donnent perdants, nous allons applaudir, nous allons dire, ah ben, Mouspapam. Mais nous sommes sûrs que ces résultats ne nous donnent pas perdants. Sinon, on allait déjà le mettre en public. La question de FISA était à deux volets. Aujourd'hui, essayons un peu de nous présenter quelles sont les innovations qu'apporte cette mutation de la Mouka, de la plateforme électorale aujourd'hui en plateforme politique. Qu'est-ce qui a changé dans sa structure fondamentalement et comment se présentent les différentes structures aujourd'hui qui forment la Mouka en tant que plateforme politique? Déjà, la différence qu'il y a entre plateforme électorale et plateforme politique, c'est que la plateforme électorale est là juste pour des raisons électorales. Mais après les élections, nous n'allons pas nous disperser et attendre encore les nouvelles élections pour nous réunir. On s'est dit qu'il serait mieux que nous restions maintenant une plateforme permanente. C'est comme ça qu'on s'est mué en plateforme politique. Étant de plateforme politique, nous sommes structurés comme toutes les plateformes. Et donc, il y a maintenant une charte, on entre par une charte. Il y a plus l'acte d'engagement qui a été signé à Genève le 11 novembre, et dont certaines personnes ont choisi de retirer la signature ou bien de faire l'apologie du moins sérieux dans les accords. Mais maintenant, nous avons une charte où chaque regroupement politique viendra signer. C'est pour ça que vous voyez même les brebis égarés, comme j'ai l'habitude de les appeler, ont tendance à lancer les boulets rouges en disant que non, au fait, aucune plateforme est obligée d'être dans la Mouka comme plateforme politique. Ça, c'est vrai. Même dans la Mouka comme plateforme électorale, on n'a obligé personne. Sauf les 7 personnes qui s'étaient réunies, qui avaient signé un acte d'engagement, acceptant qu'ils ne vont jamais retirer la signature. Malgré ça, il y a des gens qui ont quand même retiré. Maintenant, en tant que plateforme politique, nous sommes structurés comme toute plateforme. Il y aura des démembrements dans toutes les provinces, il y aura des postes, comme toute plateforme est structurée. On aura des porte-paroles, on aura une permanence, et on aura cet organe qu'on a appelé les présidiums, qui gère aussi
la MOUCA au niveau politique et au niveau élevé. C'est comme ça qu'on est structuré. Mais avec les temps, la charte va arriver, nous allons vous faire part des détails qui se trouvent à l'intérieur et aussi même de l'organigramme de la MOUCA comme plateforme politique. Mais Patrick, dites-nous un peu, aujourd'hui, la MOUCA comme plateforme politique, donc on sous-entend que la MOUCA aussi doit conquérir pour les pouvoirs, parce que quand on voit politique, on voit directement le pouvoir. Et aujourd'hui, dans la configuration actuelle de notre politique, croyez-vous que ça sera facile pour cette mutation? Déjà, la première mission que nous avons comme plateforme politique, c'est, ensemble avec le peuple, de chercher comment est-ce qu'on doit restaurer notre victoire du 30 décembre 2018. Le combat n'a pas pris fin. Nous sommes toujours dans l'optique de la vérité des urnes. Nous allons mener des actions comme le président Fayoulou l'avait dit. Je crois que c'est ça qui a fait peur à certaines personnes. Et nos actions seront vraiment sérieuses. La communauté internationale, nous avons laissé le temps à la communauté internationale de faire ce qu'elle pouvait faire pour éviter qu'on nous dise que non, comment est-ce que vous prenez directement en charge. Il fallait nous laisser commencer par la diplomatie. Nous avons laissé tout le temps pour la diplomatie, à tel point que certaines personnes ont cru qu'on s'est habitué. Vous connaissez bien l'expression pour remettre ça. Et Patrick, permettez-moi de vous relancer. Ce n'est pas parce que vous vous attendiez à des méthodes que vous aviez à pratiquer lorsque vous étiez encore ensemble avec l'UNC et l'UDPS, de voir la communauté internationale jouer pour vous. C'est-à-dire qu'aller dans les chancelleries occidentales, bénéficier de leur soutien, et l'effet aujourd'hui que toutes les ambassades ont accepté les résultats proclamés par la CENI aujourd'hui, qui vous amène à revoir vos calculs. Non, d'abord, il faut préciser que ce n'est pas vrai quand vous dites que toutes les ambassades ont accepté les résultats. Ça, ce n'est pas vrai. Mais aussi, la différence qu'il y a entre les méthodes anciennes et la MOUCA qui a la légitimité du peuple, c'est que nous, avec la légitimité que nous avons, ce sont les ambassades qui viennent vers nous. Lorsque les résultats ont été publiés, nous avons vu le balai diplomatique. Soyez calmes, nous allons suivre, on va vous remettre dans vos droits. Il y a même l'Union africaine qui avait demandé de venir, que les autorités viennent eux-mêmes ici à Kinshasa. Ils ne sont pas venus. Alors on s'est dit, la communauté internationale joue à l'hypocrisie. L'ONU entre autres. Alors, étant donné qu'ils jouent à l'hypocrisie, étant donné que nous savons que nous avons tous les mêmes droits, si ils ne doivent jamais accepter qu'un monsieur qui n'a pas été élu soit proclamé en France, aux États-Unis ou au Venezuela. Ils doivent accepter aussi qu'au Congo, qu'il y ait une personne qui n'a pas été élue et de ce quoi qui était troisième soit proclamé élu. Alors, nous avons vu qu'on a été en face de l'hypocrisie et maintenant nous allons nous prendre en charge. Et nous avons très bien dit à la communauté internationale que lorsque nous allons commencer nos actions, nous allons écouter personne. Il n'y aura plus de temps de négociation parce que nous avons laissé presque 6 mois passer depuis le 10 janvier. Et maintenant, nous sentons que la communauté internationale nous lance un message qui est celui de savoir que notre liberté, c'est seulement nous-mêmes qui pouvons la décrocher. Dans la voie de l'impérialisme ayant échoué aujourd'hui, vous revenez, revenez à la normale. Nous avons jamais c'est le nationalisme que vous le prenez. Nous n'avons jamais emprunté aussi la légitimité. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais emprunté la voie de l'impérialisme. Puisque vous avez attendu que la communauté internationale fasse des choses parce pour que vous. La communauté internationale est venue vers nous. Peut-être après. Mais est-ce que ce n'est pas une manière pour vous endormir? Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Nous avons remarqué que c'était une manière de nous endormir. Alors qu'on ne peut pas tolérer. C'est pour répondre aussi à votre question par rapport à l'avenir. Si on peut continuer, si on est sûr d'arriver à conquérir le pouvoir avec les systèmes actuels. Alors, si on tolère cette nomination, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de participer aux élections, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'à la fin, on va nommer. Et on va profiter de cela pour dépenser près de 2 milliards de dollars. J'insiste sur le montant. Près de 2 milliards de dollars ont été dépensés pour les élections au Congo. Vous savez combien d'hôpitaux, combien de routes, combien de... Tout ce qu'on nous raconte là. Combien on peut construire avec 2 milliards de dollars? Patrick Chivava, je me rappelle vous avoir reçu sur ce plateau le jour où le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Kabila, avait dit qu'il fallait opérer un choix entre les social et les élections. Vous avez tiré à boulet rouge sur lui. Je suis étonné aujourd'hui que vous en plaigniez. Non, je ne me plains pas. Je me plains plutôt du gâchis. Il fallait choisir la légitimité. On a dépensé de l'argent pour ça. Mais est-ce qu'il fallait dépenser 2 milliards de dollars pour nommer des gens? C'est là que je me plains. C'est quel gâchis? Avec 2 milliards de dollars, on pouvait faire ce social-là. Mais en termes on devrait dire carrément, bon, ok, Joseph Kabila a raison, on prend les 2 milliards, on exploite ça pour développer notre pays, on les garde au pouvoir. Pourquoi est-ce que les mêmes personnes qui ont combattu avec nous pour que Joseph Kabila ne postule pas pour la 3e fois, pour que Joseph Kabila organise des élections, les mêmes personnes essaient de nous dire
que vous devez vous habituer. L'essentiel, c'est que c'est lui qui est président, il va arranger. L'essentiel, c'est que son programme est bon. Les mêmes personnes, ils viennent nous dire vraiment que le plus important, c'est le programme de quelqu'un ou bien c'est sa légitimité. Si c'est le programme de quelqu'un, il fallait qu'on nomme. Si c'est le programme de quelqu'un, il fallait qu'on dise à Joseph Kabila à l'époque que ça ne sert à rien d'organiser les élections. Nous voulons simplement le développement. On devait faire des marches pour le développement et non pour l'élection. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'on dépense près de 2 milliards de dollars pour qu'on nomme les gens à la fin? C'est impossible. Et bizarrement, les mêmes personnes qui étaient avec nous, qui étaient nationalistes à l'époque et rationnels, ils sont comme si, je ne sais pas, on les a foudroyés de quelque chose et ils ont tout oublié. Ils défendent l'indéfendable. Alors, nous ne disons pas que nous devons nécessairement gagner aux élections. Mais nous voulons que les gens qui vont gagner les élections soient des gens qui vont gagner aux élections. Au début, c'était calme. Avec les temps, lorsqu'on nous a endormis, ils ont eu même le culot de dire dans certains médias internationaux qu'ils avaient gagné aux élections. Pourquoi ils n'avaient pas ces luttes? Les 11, les 12, les 13 janvier, pourquoi personne du cash venait devant les médias et dire qu'ils ont gagné? C'est parce qu'on nous a endormis, ils ont le culot de venir en face de nous, nous narguer et nous dire qu'ils ont gagné aux élections. C'est pas possible. D'où aujourd'hui, vous continuez avec cette guerre pour la vérité des urnes. On a suivi Martin Fayulu de son retour après son voyage, sa tournée héros américaine. On ne sait vraiment pas à quoi est-ce qu'elle a servi. Vous aurez quand même le temps d'expliquer cela à la population qui vous suit. À quoi ça a servi à Martin Fayulu d'aller aux États-Unis, partout où il est allé. Mais aujourd'hui, quel est l'ingrédient particulier que vous apportez à votre combat pour la vérité des urnes, puisqu'aujourd'hui, s'il faut quand même s'arrêter, essayer un peu de faire un bilan depuis décembre 2018, aujourd'hui on est en mai, 3 mois après, qu'est-ce qui va changer dans votre lutte, 5 mois plus tôt, merci pour la correction, qu'est-ce qui va changer dans cette lutte pour la vérité des urnes? C'est quoi l'élément nouveau que vous apportez? D'abord, avant que le président élu, Martin Fayulu, aille en Europe et en Amérique, il a fait les tours des républiques, certains coins de la République à l'intérieur. Au fait, le travail, c'est de faire rapport. C'est le commandant du peuple. C'est le peuple qui l'a choisi. Mais le peuple constate que la personne choisie n'est pas la personne qui a été proclamée. Alors, il a ses devoirs moraux d'aller en face du peuple et lui dire ce qui s'est passé. C'est ce qu'il a fait à l'intérieur du pays. Il a fait, disons, à l'extérieur avec la diaspora congolaise. Vous avez même vu, l'accueil était vraiment à la hauteur de la personnalité. Mais l'ingrédient qu'on va ajouter, comme je vous ai dit, maintenant nous nous prenons en charge. Parce que depuis que notre constitution existe, notre constitution a été promulguée le 18 février 2006. Donc maintenant notre constitution a au moins 14 ans, disons 13 ans, 2019. Depuis que notre constitution existe, il ne nous est jamais arrivé de nous trouver en face d'une situation où l'article 64 dans son entièreté est applicable. C'est maintenant qu'on se trouve dans cette situation. C'était souvent si les uns tirent l'alinéa 1 et les autres tirent l'alinéa 2. Nous sommes dans une situation où les deux alinéas sont applicables en faveur du peuple. C'est-à-dire? C'est-à-dire le premier alinéa qui donne au peuple le droit d'utiliser tous les mécanismes possibles pour mettre hors d'état de nuire un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir ou les confisque par des moyens antidémocratiques. Cet alinéa s'applique comment? Nous sommes dans une situation où le FCC, avec son autorité morale, a confisqué le pouvoir. Mais malignement, pas en faisant proclamer son candidat, parce qu'ils ont eu peur de la répression, mais en débauchant l'opposition. Ça, c'est difficile à prouver, hein, Patrick. Tu vas voir. Mais on le prouve Juriste, comment encore homme de droit, avocat de surcroît. On le prouve comment encore? On le prouve comment encore alors que tout est clair? Devant l'évidence, on ne discute pas. Lorsqu'on voit les Kabouls monter dans le cheval, on a encore prouvé des choses. Lorsqu'on les voit réunis ensemble, ils disent coalition, machin, truc. Déjà, avant, lorsqu'on suspectait... C'est comme rouler à bord d'une voiture, hein, monter sur un cheval. Oui, mais à qui? Ça appartient à qui? Nous savons tous à qui appartient Mboué Laloge. Vous n'aimez pas le parc, vous le visitez quand même. Non, mais mauvais qu'un Congolais... Mboué Laloge existe depuis très longtemps. Mboué Laloge existe depuis très longtemps. Mais pourquoi c'est seulement maintenant que les gens de l'UDPS y vont? C'est la question. Alors, je vais continuer pour la linéa 2. Parce que rapidement, les gens tombent sur la linéa 2. Parce que le PGR de l'époque, avant, il était PGR, il disait toujours non, c'est lui qui va essayer. Qu'est-ce que la linéa 2 dit? La linéa 2 dit tout renversement, toute tentative de renversement du régime constitutionnel est puni en vertu de la loi. C'est pour ça que
facilement en 2016-2015, les PGR de l'époque disaient que tout celui qui va essayer d'utiliser l'article 64, il va entrer dans la ligne 2 et lui il va agir pour sanctionner parce que c'est le PGR qui déclenche l'action publique. Mais même cette fois-ci, la ligne 2 est en notre faveur. Parce que on dit tout renversement d'un régime constitutionnel. La loi, on ne la lit pas comme on lit un roman. Toute expression de la loi est importante. Qu'est-ce que le régime constitutionnel? Le régime constitutionnel, c'est le régime tel qu'est prévu dans la Constitution. La Constitution prévoit la prise du pouvoir dans notre pays par les élections, c'est-à-dire par des élections organisées et par des résultats, les résultats proclamés conformes aux résultats de l'élection, c'est-à-dire par la vérité des urnes. Le régime constitutionnel dont parle l'article 64 alinéa 2, c'est la vérité des urnes. C'est simplement une personne qui est devenue président de la République en étant élu. Dans ces cas, chacun aura sa vérité des urnes. Lorsqu'on veut les renverser, chacun aura sa vérité des urnes, Patrick Chivava. Non, la seule vérité des urnes, la seule vérité des urnes, c'est la vérité des urnes que la CENI doit donner. C'est laquelle, selon vous? La vérité des urnes de la CENI, c'est clair. C'est les résultats bureau par bureau. Comme l'abbé Malmol l'a fait, comme le pasteur Moumoun l'a fait. C'est ça la vérité des urnes. Nous l'avons publié. S'ils pensent que la nôtre est mauvaise, nous savons que l'authentique, ça sera la vérité des urnes de la CENI. Que la CENI nous donne les résultats bureau par bureau de l'élection présidentielle, c'est tout. Et là, on dira que c'est lui qui gagne dans ces résultats, c'est lui qui est détenteur de ces régimes constitutionnels. Mais sinon, nous sommes dans une situation où c'est lui qui est là, il est un président de fait. Et on ne peut pas appeler ça un régime constitutionnel parce que nous savons comment il a été élu. Disons, il a été nommé. Voilà. Donc, les deux alinéas de l'article 64 sont en faveur du peuple maintenant. Le peuple a le droit de renverser un groupe de gens qui confisquent les pouvoirs ou bien qui prennent des pouvoirs en violation de la Constitution. Violation de la Constitution dit qu'il faut qu'il y ait élection. Et non, il faut qu'il y ait nomination. Et deuxièmement, toute tentative de détourner un régime constitutionnellement établi, nous ne sommes pas dans ces cas-là parce que le régime constitutionnellement établi, c'est le régime qui doit être issu de la vérité des urnes. Laquelle vérité qui est devenue un tabou, mettons. Voilà. Patrick Chivava, vous avez à un moment été parmi ceux qui se sont battus aux côtés de ceux qui étaient membres de la méga plateforme rassemblement des forces sociales politiques acquises au changement. Vous avez quand même flirté avec eux à un moment. Aujourd'hui, lorsque vous revenez à la charge avec cet article 64 qui n'a jamais produit d'effet, puisque vous avez brandi cet article 64 contre Kabila à l'époque, il n'a bougé d'aucun iota jusqu'à ce que les élections ne soient tenues. Ne pensez-vous pas que ceci expliquant cela et que vous preniez le même méthode d'hier pour les ramener aujourd'hui et que vous aurez le même résultat car le même cause produisant les mêmes effets? D'abord, je voulais encore préciser que je n'ai jamais été dans le rassemblement et tout. Vous avez flirté mais avec nous avons eu d'une même lutte autre. à l'époque. C'est ce que j'appelle flirter, avoir la même lutte. Mais dire que nous avons essayé avec et tout, on n'a jamais mis en application l'article 64, sauf pour un groupe de gens qui exploitaient cette menace pour faire des conciliabules nocturnes. Ça, c'est leur problème. Mais je vais vous dire que l'histoire de notre pays a prouvé à suffisance que lorsque le peuple se décide, le peuple congolais arrive toujours à gagner. Combien de fois il y a eu des tentatives contre le maréchal Mobutu? Mais la tentative de 96-97 avait réussi. Rien ne dit que parce qu'il y a des gens... C'était une rébellion, Patrick Chivava. Ce n'était pas une rébellion, c'était une révolution. Parce qu'il est appuyé par le peuple. Rien ne dit que... Il y a eu des armes, il y a eu une révolution appuyée par le peuple. Et puis voilà, il y a eu prise de pouvoir, et puis voilà, c'était une rébellion. Révolution par la suite. On va pas aller dans une guerre sémantique. Okay. Moi, je suis sur la révolution en tout cas. Alors, je vais dire ceci. Quel que soit le nombre de fois où il y a eu tentative d'utiliser l'article 64, cela ne doit pas lancer un message aux Congolais pour dire que l'article 64 est inutile. Cet article, c'est parmi les articles les plus importants de notre Constitution. C'est même la preuve que dans notre pays, on ne peut jamais avoir un méga puissant. La seule puissance de notre pays, c'est le peuple. Et l'article 5 de notre Constitution le dit clairement. C'est le peuple congolais qui donne la souveraineté. C'est le peuple congolais qui détient la souveraineté. Ce peuple congolais, le 30 décembre 2018, a donné les clés de la présidence à M. Martin Fayulu Madidi. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Nous sommes devant une situation où on a un président de fait. Parce que, dans un deal avec le président sortant a laissé sa chaise.
On peut encore même dire que c'est Kabila qui continue à diriger tant que président en exercice, mais c'est le même qui choisit qui peut les remplacer dans cette transition sans Kabila, entre guillemets. Patrick, tu vas voir, revenons encore au meeting de Martin Fayoulou qui a tenu le 28 avril dernier. Là où il a parlé de l'accord secret qui existerait entre Joseph Kabila et le président actuel, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, confirmez-vous cela? Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi devrait également démissionner par rapport à cet accord, comme l'a évoqué Martin Fayoulou au meeting? Je vais commencer par la dernière, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur cette question. Lorsque le président élu demande à M. Félix Tshilombo de démissionner, il n'est pas en train de le reconnaître comme président de la République. Beaucoup de gens se trompent. Avant de parler de cette histoire de démission, il parle des accords secrets, comme vous venez de le dire. Il demande plutôt à M. Félix Tshisekedi de démissionner de la nomination de M. Kabila. Parce que, pourquoi est-ce qu'on va le demander de démissionner si on croit qu'il a été élu? On fait la même demande que les Français ont fait, que les Américains ont fait. Mais, et ils ont dit ça. Ils ont fait la demande par des propos diplomatiques en disant qu'ils quittent les carcans de Kabila, qui quittent un peu l'influence de Kabila. C'est que les Français et les Américains ont demandé à M. Félix Tshilombo, c'était de démissionner. Parce qu'il n'y a pas un seul mécanisme pour qu'il quitte ces carcans. Il est habitué à retirer des signatures, il peut encore retirer des signatures. Mais la conséquence qu'il y aura lorsqu'il a retiré la signature à Genève ne sera pas la même conséquence s'il retire la signature avec Kabila. Et par là, je voulais aussi également dire, est-ce que le pas qu'a fait aujourd'hui Félix Tshilombo Tshisekedi, étant co-président, est-ce que ça va lui permettre de faire une marche en arrière? Comme je venais de dire, et je le répète, le seul mécanisme qu'il a, c'est la démission. S'il démissionne de son contrat, que j'appelle de vassalisation, directement, ça aura comme conséquence, il va abandonner ses postes de président de fait. Et comme avant le 10 décembre, ou le 9, plutôt avant le 10 janvier ou le 9 janvier, les clans Kabila se retrouveront encore dans une situation où ils seront contre mur. Parce que, il faut le dire, que les Cash a sauvé les FCC d'une manière que les FCC ne pouvaient jamais s'attendre. Alors, c'est à eux de sentir qu'ils ont une responsabilité envers le pays et envers nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, et qui décide de remettre tout dans le rang. Et la seule manière pour lui de le faire, c'est de démissionner. S'il ne démissionne pas, c'est qu'il accepte de rester... Donc vous adhérez aussi dans l'idée du président de l'UDPS, Moubaké, qui a demandé à ce que Félix Tshisekedi puisse démissionner et qu'on aille dans une nouvelle transition. Il a demandé après nous, donc c'est lui qui adhère à notre idée. Vous êtes partant pour une transition, un dialogue, une table ronde internationale par exemple? Là, je pense qu'il faudrait y réfléchir longtemps. C'est vrai, nous sommes dans une situation où le dialogue ne nous a pas beaucoup aidé dans notre pays, dans l'histoire de notre pays. Nous avons quand même marre des dialogues à tout moment. Mais nous sommes au niveau de la vérité des hommes. Le Cash nous a tendu la main plusieurs fois, et à plusieurs reprises. Le FCC, nous ne dirons même pas. Mais nous avons juste un principe. On ne peut pas aller dans la réconciliation sans la vérité. Dans tous les pays du monde, il y a toujours vérité et réconciliation. Et ils veulent qu'on ferme les yeux sur la vérité et qu'on s'attelle que sur la réconciliation. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous des Congolais, nous avons tous un bien commun qui est le Congo. Nous sommes prêts à aller dans la réconciliation, c'est ce que vous appelez autrement le dialogue. Mais nous n'allons pas accepter d'aller dans cette réconciliation sans qu'il y ait la vérité. Il faut d'abord qu'on rétablisse la vérité. Même si, en rétablissant la vérité, cela ne va pas pousser à ce que notre candidat arrive à récupérer l'impérium. Mais au moins que la mémoire collective des Congolais sache que le 30 décembre 2018, le peuple congolais avait choisi comme président de la République Martin Fayoulou Madidi. C'est cette vérité-là que nous voulons. Mais c'est tellement lourd pour eux. Nous ne savons pas si réellement nous allons arriver dans ces dialogues ou pas. Patrick, tu vas voir, vous avez quand même le bénéfice d'être un constitutionnaliste. Lorsqu'aujourd'hui vous dites tout clairement que Félix Tshisekedi devra démissionner, que faites-vous de la Constitution? Parce que c'est elle qui nous régit et elle a des dispositions clairement prévues. Démission du chef de l'État, automatiquement, le président du Sénat prend les rênes du pouvoir et c'est lui qui va nous organiser des élections. N'est-ce pas que vous voulez que Félix se quitte pour que le FCC s'installe officiellement, puisque ça sera finalement quelqu'un du FCC?
c'est là qu'il disait qu'il y a cette confusion-là entre la démission des chefs de l'État et la démission qu'on demande à quelqu'un qui a été nommé. La Constitution, c'est lui qui engage l'État. Je suis constitutionnel et j'enseigne les droits constitutionnels. Ça, c'est pas un problème. Il engage la nation. Étant qu'un président de fait, il engage l'État étant qu'un président de fait, pas étant qu'un président de droit. Légal. On a manipulé la loi. Légal. On a manipulé la loi, mais il n'a pas la légitimité. Il a la légalité. La légalité parce qu'il y a une cour constitutionnelle qui a été manipulée et qui a rendu les jugements, il a prêté serment. Et vous le savez que pour poser des actes, ce n'est pas la légitimité, c'est la légalité qu'on invoque. Mais en matière de démocratie, la légitimité tient beaucoup plus sur la légalité. C'est pour ça que tout le monde cherche à organiser les élections, même ceux qui veulent tricher, même ceux qui veulent être au pouvoir à vie. Parce qu'ils savent que sans la légitimité, ils ne sont rien. Ils peuvent avoir la légalité, mais sans la légitimité, ils ne sont rien. La démission dont nous faisons allusion, c'est la démission par rapport à sa nomination par le président Kabila. Qu'il démissionne, ça aura quoi comme conséquence? Pas que le président du Sénat prenne les rênes. Parce que lorsqu'on l'a nommé, le président Kabila n'est pas venu devant le peuple congolais et a signé un acte de nomination. Ils ont cherché comment est-ce qu'ils peuvent avoir un discours consommable au public et au droit pour légaliser cette nomination. De la même manière, s'il démissionne, il y aura toujours une manière de légaliser cette démission. S'il démissionne de son carcan, s'il démissionne de l'influence de Joseph Kabila sur lui, il reste quand même président. Il y aura des conséquences, entre autres, que lui aussi va demander la vérité des urnes. Il y aura des conséquences, entre autres, la majorité au Parlement va basculer vers la Mouka parce que dans le serveur de la CENI, c'est les candidats, c'est la coalition de la Mouka qui a plus de 250 députés et non la coalition FCC. Il y aura toutes ces conséquences-là. La démission simplement de lui, de leur contrat, entre guillemets, caché, aura beaucoup de conséquences qui vont nous ramener à l'avant 9 janvier 2019. Nous allons expliquer les téléspectateurs qui nous suivent. Patrick Chivava, c'est comme un de mortels, veulent comprendre effectivement. C'est les rôles pour lesquels vous êtes sur ce plateau. Expliquez-nous. Donc, ce que vous voulez, selon vous, Martin Fayulu a voulu à ce que Félix Tshisekedi retire sa signature du soi-disant accord, s'il y en a, entre lui et les camps Kabila, ou entre lui et les présidents Kabila. Mais ça ne vous dérange guère qu'il reste président de la République? Non, mais ça nous dérangerait. Ça vous dérangerait. Que voulez-vous voir? Attendez. Qu'il soit président de la République parce que c'est Kabila qui les nomme, qu'il soit président de la République parce qu'il est resté de lui-même, oui. Il s'est défait de Kabila, ça ne change rien sur la vérité des urnes. Ça sera toujours qu'il est président de la République tout en n'ayant pas à gagner les élections. Ce que vous voulez, c'est qu'il vous remette votre impérium. Voilà. Parce que ce n'est même pas notre impérium comme la Mouka. C'est l'impérium du peuple congolais. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais passer la parole à Mme C'est l'impérium du peuple congolais en vertu de l'article 5 de la Constitution. C'est cet impérium qu'ils ont volé, eux, la coalition FCCK. C'est là que j'aimerais comprendre comment vous remettre à l'impérium tout en ne violant pas la Constitution qui veut que les présidents légalement, je vous concède la légitimité, que les présidents légalement installés démissionne sans que les présidents du Sénat ne prennent la présidence. Vous me poussez à parler stratégie, c'est que je ne ferai pas dans le média parce que stratégie, ça reste occulte. Mais je vais quand même faire part de mes connaissances en droit constitutionnel et même en droit de manière générale. Vous savez la procédure qu'on appelle la procédure de révision en droit? Oui, allez-y. La procédure de révision, c'est une procédure qui consiste à réviser un jugement ou un arrêt, disons une décision judiciaire, parce que soit il y a un fait nouveau. Oui. On a vu la révision du jugement qui a condamné Simon Kimbangu. Exact. Cela a été fait. De la même manière, si seulement l'arrêt qui a été même attaqué avec l'opinion dissidente de Gilles Wassinda est révisé, vous voyez les conséquences qu'il peut y avoir. Et qu'on remette à celui qui a été élu, parce qu'on a les PV. La Cour n'a même pas besoin d'utiliser nos PV, la Cour a ses PV. Parce que c'est une obligation légale de la CENI d'envoyer tous les PV à la Cour. S'il y a un élément nouveau, M. Koné Nanga passe aux médias, bien écrive à la Cour, accepte qu'il a mal fait les choses. C'est-à-dire un aveu. Ou bien lui-même, M. Félix Tshilombo, fasse un aveu qu'il sait qu'il n'avait pas réussi et tout. C'est là les conséquences de la démission du contrat fictif. C'est ça le conséquence de la révision de cette contre-lettre. Mais il y a plein de conséquences en droit qui peuvent légitimer. S'il y a juste une révision, ça aura comme conséquence, il y aura
retour à l'impérium, retour au pouvoir du peuple en vertu de l'article 5. Dans tous les niveaux, les 3 élections organisées le 30 décembre, on peut avoir des révisions. Mais seulement, le plus grand problème, c'est que, est-ce que le cash est prêt à se sacrifier autant pour la population congolaise? Est-ce que le cash est prêt à entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo par la grande porte, en saisissant son courage et en prenant son destin en main et en suivant le peuple congolais, en lui remettant sa légitimité, en lui remettant sa souveraineté? C'est ça la plus grande question. Patrick Chivaba, Oui. vous êtes avocat Oui. et constitutionnaliste. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale a procédé à sa première plénière et à la grande absence du rapporteur adjoint qui devrait venir de vous, de l'AMUCA. Comment expliquez-vous cela, cette position de la coalition AMUCA? Et aujourd'hui, vous avez demandé à une annulation de ces élections. Est-ce que ça sera possible? Comme je vous ai dit, du côté judiciaire, tout est possible. Il suffit simplement que les faits soient des faits que le droit peut protéger. Tout est possible. Mais le problème que nous avons avec l'Assemblée nationale, c'est la conséquence. C'est la conséquence de ces contrats fictifs. Le FCC voulait à tout prix faire de l'air chevalier premier vice-président. Nous sommes dans cette hypothèse. Et au-delà de ça, les 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale, chacun a ses prérogatives. Et le 2e vice-président a comme prérogative, entre autres, le contrôle parlementaire. Alors, il est toujours préférable que le 2e vice-président soit de l'opposition pour que nous voyons le jeu démocratique se jouer et que nous voyons la bonne gouvernance être consolidée au Parlement. Mais le problème qu'ils ont eu, c'est que le regroupement politique ou parti politique qui a eu le 2e vice-président, de leur côté, ne pouvait pas manquer ces postes. Alors, si on donnait à l'opposition, donc à la MOUCA, ce serait que cet regroupement politique prenne la première vice-présidence. Et du coup, par rapport aux forces, Cash allait se retrouver soit avec un poste de rapporteur adjoint ou bien de questeur adjoint. Et il voulait que l'air chevalier devienne premier vice-président. C'est une gratitude, c'est un gain, c'est-à-dire un paiement pour de bons et loyaux services rendus au FCC. Ils devraient payer Kabound. Alors ils sont allés jusqu'à détruire l'équilibre démocratique du Parlement juste pour payer Kabound. Et après ça, vous voulez encore nous dire qu'il n'y a pas une entente secrète entre Kakash et FCC? Mais aujourd'hui, Patrick, ne voyez-vous pas que vous êtes en train d'accumuler de l'état pour rien? Parce que dans cette coalition, FCC et la MOUCA, en tout cas, on ne vous laisse pas la place pour prendre des décisions selon le règle que vous énumérez tout à l'heure là. Et aujourd'hui, quelle sera, ou bien comment entrevoyez-vous la suite de l'événement? Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est parce que nous avons réellement vu que nous commençons à perdre du temps. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les FCC et les Cash risquent de faire peuvent faire le forcing en mettant un homme de leur choix? Le forcing où? À quel niveau? Au poste du rapporteur. Le poste du rapporteur adjoint qui reste vacant. Mais même s'ils mettent, ce n'est pas notre problème. Déjà, on a refusé le poste. Mais vous avez vous quand même... continuez des démarches au niveau de... La démarche au niveau du Conseil d'État, c'est pour que l'élection soit annulée. L'élection soit annulée et que l'élection qui sera organisée, qu'on nous donne nos deux sièges au bureau. C'est ça la démarche. Tant que ça sera un siège, on ne prendra pas ces sièges-là. N'avez-vous pas légitimé ce Parlement en acceptant d'y siéger? Vous avez laissé le député issu de la MOUCA siéger. Vous avez légitimé... Non. Les députés pouvaient siéger. Nous n'allons pas faire la politique de la chaise vide parce que ça ne paye jamais. Nous continuons notre lutte pour la vérité des urnes. Avec un Parlement nommé. La vérité des urnes, ce n'est pas seulement pour la présidentielle, c'est pour toutes les élections. Donc, il y a les contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle et nous sommes toujours en train de revendiquer notre majorité parlementaire qui a été volée. Mais, cela étant, nous sommes dans une situation de fait. J'insiste sur les faits. Nous avons un président de fait, nous avons un parlement de fait et nous avons des parlements provinciaux, le gouverneur de fait. Dans les dernières minutes qui nous restent, Patrick Chivaba, Martin Fayulu devra répondre de ces faits devant la justice. Une plainte a été déposée contre lui. N'est-ce pas que c'est ça? Effectivement, l'état de droit auquel Félix Tshisekedi et Antoine Tshilombo est en train de nous amener aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on reprocherait aujourd'hui à Martin Fayulu Attendez, vous savez, c'est même la preuve
que tout est téléguidé par le président Joseph Kabila. Le pouvoir de fait incessamment installé, ils sont tellement incapables de réfléchir autrement, outre que le FCC et le régime de Kabila. Ils commencent par flouer le peuple en créant 5 chantiers. C'est exactement ce que Joseph Kabila fait en 2006. Avec tout ce que nous avons comme conséquence, les dépassements budgétaires, les routes qui sont très mal faites, nous voyons toujours des chaussées avec 1 cm d'épaisseur. La même chose. Et ils font la même chose maintenant. Ils ont créé l'air Stupis. Vous connaissez Stupis, le grec qui a soi-disant été spolié par Moïse Katoum. Quelque chose qui n'a jamais existé. Et ils créent une autre personne juste pour faire du mal. Mais ils se trompent. Parce que je le signale et je l'avais dit lorsque vous m'avez parlé de la mobilisation pour le meeting du 28. Vous pouvez imaginer que le 28, on a mobilisé Kachang. Vous avez vu le monde qui était là. Imaginez maintenant le lundi, ça sera tout Kinshasa qui viendra accompagner Martin Fayulu au casier judiciaire. Patrick Chivava, c'est par ici que nous mettons fin au magazine Grand Format d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous intervenez sur ce plateau en votre double qualité en tant que président national de l'ADN, et parti politique membre de la plateforme Lamouka, mais vous êtes aussi l'un des porte-parole, communicateur. Nous allons devoir nous y habituer, l'un des communicateurs de Lamouka en tant que plateforme politique. Voilà. Je n'étais pas seul, j'ai eu le bonheur de partager ce plateau avec une femme. Merci, merci Feza de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir associé. En tout cas, un grand merci à toute la grande équipe technique, grâce à Lukuna, un grand merci à Domboma, un grand merci à Fia Lungela, Précié Mouyoko, Yannick Mboma. Retrouvez Yannick Mosengo, j'y arrive, retrouvez cette émission sur YouTube. Également, les numéros bas de l'écran, vous pouvez nous écrire par SMS ou par WhatsApp. Merci.